Merci de rejoindre ce dernier cours du premier trimestre de l'année 2020 qui s'intitulait, comme les 20 années précédentes du reste, les crises du Moyen-Orient. Je n'ai jamais changé le titre de ce cours, mais chaque année, la matière en a été différente et il était généralement impossible de prévoir au moment où nous faisions le plan du cours comment nous le terminerions. Je crains que cette année-ci, ce processus soit arrivé à son paroxysme. En tout cas, j'espère que l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, il n'y aura pas une calamité encore pire que celle du coronavirus. Et bien sûr, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la planète, nous-mêmes, puisque c'est la première fois de ma carrière que je dois faire un cours confiné par vidéo, et j'imagine qu'il en est de même pour vous. Mais c'est quelque chose qui a un impact spécial sur le Moyen-Orient, sur le monde musulman. D'autant plus que, en ce moment, et ce depuis vendredi dernier, le jeûne du mois sacré du Ramadan a commencé. Le mois sacré du Ramadan est un mois bien sûr très important dans l'islam. C'est le moment où la communauté se retrouve et s'identifie comme communauté. Et le respect de ce jeûne, qui s'est accru du reste depuis un quart de siècle, à mesure de la prégnance de l'islam politique sur les sociétés arabes et musulmanes en général, et également parmi les populations originaires du monde musulman ou converties présentes en Europe occidentale et en France en particulier. Donc ce mois de Ramadan est particulièrement perturbé par le virus, puisque l'accès aux mosquées est interdit dans la plupart des pays musulmans et en France, ce qui suscite du reste un certain nombre d'oppositions des groupes les plus radicaux qui estiment que le virus est une punition envoyée par Allah pour l'infidélité des hommes et qu'il touche en particulier les infidèles et les apostats. Et dans les milieux radicaux sunnites, du reste, on remarque que l'Iran est le pays musulman qui a été le plus touché parce qu'il est, entre guillemets, hérétique, c'est-à-dire chiite. L'Iran lui-même, de fait, n'a pas voulu prendre les mesures nécessaires au confinement au début de l'épidémie. Et c'est du reste le mode de religiosité particulière de vénération des saints en Iran, dans le chiisme, qui a été un accélérateur gigantesque de la pandémie, puisque la vénération des saints signifie tourner autour des tombeaux, les embrasser, les caresser, etc. Et évidemment, c'est, on l'a découvert plus tard, le mode favori de diffusion du coronavirus. Mais ça pose aussi toutes sortes de questions. Par exemple, l'Arabie saoudite, qui, elle, au contraire de l'Iran, a très tôt pris des mesures à la fois le confinement sur son territoire, mais également de suspension de ce qu'on appelle le petit pèlerinage, la Umrah, qui ne se déroule pas seulement à l'occasion de la saison du pèlerinage annuel, pour le Hajj, mais a suspendu ce pèlerinage. Or, l'Arabie saoudite tire de sa capacité à organiser pacifiquement et efficacement le pèlerinage la légitimité de pays du gardien des deux lieux saints. Le souverain saoudien se fait appeler
serviteur des deux lieux saints, Khadam al-Haramain al-Sharifain, et on comprend bien que c'est un cas de force majeure, mais est-ce qu'un cas de force majeure permet de s'abstraire d'une obligation divine? Alors, ça s'est passé à de très rares fois dans l'histoire. On peut trouver, bien sûr, des propos du prophète, des hadiths, à qui on fait dire que c'est autorisé, hein, certains oulémas l'ont fait, mais d'autres en contestent la validité. De même, même si la décision de suspendre le grand pèlerinage qui devrait avoir lieu pendant l'été n'a pas encore été prise, et je m'en suis assuré encore juste avant ce cours auprès des autorités de ce pays. Néanmoins, il y a de fortes chances qu'il soit suspendu aussi. Donc c'est un bouleversement, y compris dans la relation à ce qu'il y a de plus sacré. Et ça pose toutes sortes de questions sur le destin de l'homme, du croyant, sa relation avec le Seigneur. Plus près de nous et de manière plus concrète, vous savez que nous allons entrer en France à partir du 11 mai si les instructions gouvernementales sont bien respectées et appliquées, dans une période de déconfinement. Comment celui-ci va-t-il se produire? Le virus a touché de manière inégalitaire les individus en fonction de leur appartenance sociale. Et du reste, le confinement a été facilité dans les sociétés organisées, disposant de protection sociale, d'assurance chômage et autres. Il a été en revanche extrêmement difficile, voire impossible à organiser dans d'autres situations de très grande pauvreté. Et par exemple, dans une ville comme Tripoli du Liban, dans le souk aux légumes, le souk al-Khodar, du quartier sunnite très pauvre de Bab Tebbané, il est inconcevable de ne pas sortir travailler, puisqu'on gagne chaque jour l'argent pour la journée. Il n'y a pas d'économie. Donc, se confiner voulait dire mourir de faim. En Iran, la fin du confinement a été mise en œuvre d'une manière qui pourrait apparaître précipitée à des démocraties occidentales, mais qui, pour le régime au pouvoir, est une nécessité vitale, puisque si l'économie, ce qu'il en reste, ne redémarre pas, dans un contexte où les sanctions américaines sont particulièrement dures et où, je vais y revenir, les prix du pétrole ont considérablement baissé, on va revenir sur cette affaire. J'ai vérifié tout à l'heure, le prix du baril se négociait à un peu moins de 20 euros avant le début de ce cours, enfin de 20 dollars, pardon, donc un peu moins d'euros, avant le début de ce cours. C'est un prix extrêmement bas, il était à 60-70 en début d'année, donc il y a eu un dévissage absolument considérable. Ce dévissage a été accentué par le coronavirus, qui a fait baisser la demande mondiale, et en premier lieu la demande chinoise. L'économie chinoise est à l'arrêt, et la Chine est le plus gros consommateur des 100 millions à peu près de barils jour qui sont produits et consommés en période normale, ce qu'il était en tout cas jusqu'au mois de janvier. Or, aujourd'hui, la baisse considérable de la demande productive chinoise d'abord, l'arrêt à peu près partout des avions, qui sont d'énormes consommateurs de kérosène, des certain nombre de navires qui traversent les mers chargés de marchandises chinoises dans le cadre de la globalisation dont la Chine était le principal empire manufacturier, un peu
selon un modèle qui fait penser au 19e siècle. Hein, c'est du reste le terme de manufacture revient à cette époque-là. Tout cela bouleverse beaucoup de choses. Et pour le Moyen-Orient, bouleverse à la fois la question de la rente pétrolière, de la capacité redistributive de cette rente qui assurait les équilibres dans la région, mais bouleverse aussi le rôle du Moyen-Orient dans la globalisation. Puisque les économies du Golfe, pensez par exemple à Dubaï, qui en est l'emblème, étaient au cœur de la mondialisation. C'était une plaque tournante, un hub, comme on dit en français, le lieu de rencontre de supertankers, de navires porte-conteneurs, d'avions cargo et le point d'arrêt entre l'Europe et l'Asie. Or, tout cela qui nourrissait un tourisme important, une activité de bureaux, de compagnies marchandes, etc. Tout ça est aujourd'hui à l'arrêt, outre l'effondrement des cours du pétrole. Donc le problème va se poser de savoir comment le Moyen-Orient va sortir de la crise. Puisque même si il y a des pays comme le Maroc ou la Tunisie, par exemple, ou dans une certaine mesure l'Égypte, qui sont peu producteurs de pétrole et qui sont importateurs, hein, je pense Tunisie, Maroc en particulier, et donc pour eux, la baisse du prix à la pompe est une excellente nouvelle. Néanmoins, beaucoup de ces pays vivent indirectement des revenus de la rente pétrolière. Par exemple, des travailleurs immigrés tunisiens en masse gagnaient leur vie et renflouaient le budget tunisien parce qu'ils étaient employés en Libye. De même, un certain nombre de Marocains, de Marocaines travaillaient dans le Golfe. Et ces revenus aujourd'hui sont menacés puisque le statut des expatriés est très précaire, ils n'ont pas d'assurance chômage et globalement, quand il n'y a plus d'emploi pour eux, on les renvoie. Vous me direz qu'il n'y a pas d'avion, mais en tout cas, leur situation n'en est pas moins précaire. Et ça pose un énorme problème parce que toute l'économie interne de la région Moyen-Orient-Méditerranée est perturbée. Elle est perturbée dans sa relation au monde, également, et par ailleurs, les problèmes de gouvernance vont se poser avec une très grande acuité. À partir du moment où un régime qui n'était pas démocratique et qui ne tenait que par sa capacité redistributive, basée sur une relation plus ou moins proche à la rente pétrolière, c'est-à-dire à l'immense marge entre le coût d'extraction et le prix de vente, à partir de ce moment-là, effectivement, la légitimité même de ces régimes s'avère chancelante. Par ailleurs, pour aller dans l'autre sens, les mouvements d'opposition, eux, parce qu'ils ont finalement besoin de la rue, même si la mobilisation, les slogans, la cristallisation peut se faire autour du web. Néanmoins, pensez à l'Algérie, par exemple, le Hirak, le mouvement, au sens propre, le mouvement de soulèvement qui a fait tomber le régime Bouteflika, enfin en tout cas le président et ses principaux collaborateurs, et qui a contraint à des élections qui continuaient, a dû s'arrêter puisque le manifester était trop dangereux et aucun dirigeant de l'opposition n'aurait pris le risque d'être accusé de faire en sorte que les manifestants soient contaminés.
un certain nombre de régimes autoritaires, justement, ont profité du reste de l'impossibilité à se rassembler et à manifester pour restreindre plus encore les libertés publiques, arrêter des gens qui leur semblaient dangereux et autres. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de circonstances qui vont amener la région Moyen-Orient-Méditerranée, dans ses rapports avec ses voisins, dans ses rapports avec le monde et dans ses équilibres internes, à être très profondément affectée, et même dans ses rapports avec Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, à être très profondément affectée par la crise du coronavirus. Alors, pour essayer de serrer un peu ces problèmes, parce que je n'ai bien sûr pas la réponse, je ne suis pas sûr que grand monde l'ait, et y compris de savoir si les prix du pétrole vont continuer à s'effondrer ou si un mécanisme correctif va se mettre en œuvre à partir d'une réduction drastique de la production saoudienne et russe, par exemple. Si le pétrole de schiste et le gaz de schiste américain, dont le coût d'extraction est très supérieur aux 20 $ auquel se négocie le pétrole aujourd'hui, vont être complètement éliminés du marché, et pour combien de temps? L'économie américaine étant quand même plus diversifiée que celle de la Russie et du Golfe, elle ne repose pas uniquement sur le pétrole, mais on prévoit que les États-Unis vont se retrouver importateurs nets de pétrole à la fin 2020, alors qu'ils étaient devenus le premier producteur mondial grâce à une fuite en avant dans la production du gaz de schiste, une économie d'ailleurs dont les équilibres étaient très largement basés sur un endettement très important, qui aujourd'hui va rendre extrêmement difficile que la plupart de ces compagnies ne se déclarent pas en faillite, ou en tout cas que les petites disparaissent et soient rachetées par les grosses. Donc tout cela s'inscrit dans un jeu, enfin, c'est pas vraiment un jeu, une tragédie, mais est tellement de variables et si peu de paramètres qu'il est très difficile de faire des prédictions. Alors, on va commencer par revenir à la carte qui figure la dernière page de Sortir du chaos en français. Je vous signale du reste que la traduction anglaise du livre vient de paraître, dans des circonstances assez difficiles, évidemment. J'aurais préféré que ce livre parût en anglais dans d'autres circonstances, mais puisque nous avons un certain nombre d'anglophones dans ce cours, vous pouvez vous reporter, si vous mettez Away from Chaos avec mon nom sur le web, vous pourrez le trouver en ligne et voir peut-être à travers certains distributeurs internationaux, mais je ne suis pas là pour faire leur publicité. Alors, aux États-Unis, justement, la relation avec le Moyen-Orient va s'infléchir dans une certaine mesure, pas complètement, si jamais Donald Trump n'est pas réélu. Il y a quelques mois, juste avant le déclenchement de la crise, donc janvier-février, après que l'impeachment avait été bloqué par le Sénat américain, la plupart des commentateurs étaient convaincus que Donald Trump, sur qui rien n'attachait, comme on avait appelé autrefois un de ses prédécesseurs, le président Teflon, sur lequel rien n'attachait, comme ce revêtement des poêles qui ont changé la cuisine, en ne collant plus, en n'attachant plus. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, la gestion erratique de la crise va lui permettre d'être réélu ou non? Est-ce que le fait que, justement,
grands États pétrolifères de l'Ouest américain, du Texas au Dakota, en passant par l'Alaska, qui fournissaient des fonds très importants pour la campagne de réélection de Donald Trump, vont entraîner dans leur chute boursière et leur faillite probable celle de leur champion. Est-ce que la multiplication des conseils pour utiliser de l'eau de Javel et autres pour se soigner va entamer une crédibilité? Mais il a déjà vu d'autres. Et on verra bien ce qui va se passer. Je vous signale du reste pour l'automne que nous allons publier dans la collection Esprit du monde, dans lequel est également paru Sortir du chaos, ainsi que le livre de Hugo Micheron, Les djihadistes français, un livre du correspondant du Monde à Washington et de celui de l'AFP, Gilles Paris, qui a été votre prédécesseur dans ce cours, et qui porte sur l'élection américaine. Donc ne le ratez pas, ça sera en principe à la deuxième partie, mi-septembre. Donc, si les États-Unis changent de président, il est fort possible que la relation entre les États-Unis et l'Iran d'un côté et la relation d'osmose, si j'ose dire, entre le gouvernement israélien de M. Netanyahou, puisqu'il est toujours d'une certaine manière au gouvernement, sauf coup de théâtre encore, va changer. Et c'est à partir de ça que je voudrais commencer à reprendre petit à petit les éléments du puzzle. Alors je ne vois plus la carte, je vois une étudiante ravissante, voilà, mais elle est repartie, la carte est moins ravissante. Et donc, l'Iran. L'Iran, en jaune sur la carte, au moment où cette carte est prête, c'est-à-dire fin 2018, l'Iran apparaît comme l'un des grands bénéficiaires de la situation politique régionale et internationale. En effet, il a étendu sa suzeraineté sur l'Irak voisin, la plus grande partie de l'Irak voisin. Une révolte anti-chiite qui s'était développée autour de Mossoul, dans les parties sunnites de l'Iran, et qui avait culminé dans la déclaration de l'État islamique en 2014, a été brisée en Irak comme en Syrie par une coalition internationale qui, pendant que les Américains, les Français, les Anglais, les autres Occidentaux bombardaient Daesh, qui commettait en France et ailleurs les attentats particulièrement stupéfiants de 2015 et 2016 en particulier. Pendant ce temps-là, les Russes, au nom de la même lutte antiterroriste, prenaient leur quartier dans une base aérienne sur la côte syrienne, à Latakia, je vous ai déjà expliqué ça précédemment, et commençaient à bombarder les rebelles syriens, non pas Daesh, ils avaient détruit un ou deux convois de camions-citernes de Daesh, mais les rebelles syriens qui étaient encore tout récemment financés par un certain nombre de pays occidentaux et surtout par les pétromonarchies du Golfe. Donc, en 2018, tout ce bloc jaune qui va de l'Iran au Liban, en particulier au sud-Liban, chiite, et à Beyrouth Sud, en passant par l'Irak et la Syrie, était devenu une espèce de nouvel empire sassanide, si j'ose dire. Un peu le rêve de l'empire sassanide, c'était l'empire de Cyrus, c'était finalement d'arriver jusqu'à la Méditerranée. Non seulement pour construire cette autoroute entre le Proche et le Moyen-Orient,
et cette complémentarité financière, culturelle, politique, etc., mais aussi parce que, en étant tout près d'Israël, à travers les missiles qui pouvaient partir du sud Liban, du sud de la Syrie, voire qui avaient été envoyés à travers le Sinaï aux djihadistes palestiniens. Et c'était évidemment un équilibre de la terreur, sauvegardant l'Iran qui ne serait pas frappé par les missiles américains. Donald Trump, à partir du moment où il se retire de l'accord qui permettait de réintégrer l'Iran dans le commerce international à condition qu'il cesse l'enrichissement du nucléaire et qu'il impose des sanctions à l'Iran en 2018, a commencé à briser cette expansion iranienne avec l'appui russe qui s'était manifesté dans la région. Donc, cette carte, telle qu'elle est là, représente encore la réalité sur le terrain, c'est-à-dire ce sont toujours des pro-iraniens qui sont au pouvoir à Bagdad, à Damas, et qui contrôlent l'essentiel du pouvoir politique dans le gouvernement libanais. Mais néanmoins, l'Iran est l'objet de pressions extrêmement difficiles à supporter. Extrêmement difficiles à supporter parce que son économie est à terre, les sanctions ont été telles qu'elles ont obligé les milices pro-iraniennes d'Irak à détourner une partie des revenus pétroliers irakiens pour nourrir l'Iran, ce qui a eu pour conséquence que des Irakiens ont attaqué, même dans les zones chiites, le consulat. Et également que le régime confronté à une baisse considérable des prix du pétrole, prise en otage par ce qui était d'abord un conflit entre Saoudiens et Russes pour chasser les pétroliers américains du marché, avec au-dessous de $50, $70, disons, $60 de prix de vente, le schiste n'est plus du tout rentable et s'arrête de produire. Mais la baisse des prix a fait dégringoler les prix partout et le peu de pétrole que l'Iran arrivait encore à vendre, de diverses manières, à la Chine, en douce, etc., n'a plus rien rapporté. Ajoutez à cela les attaques militaires américaines et la liquidation, la vaporisation plus exactement, parce que c'est ainsi qu'on meurt quand on est touché par un drone tueur qui dégage une chaleur qui fait fondre le corps, la vaporisation du général Soleimani, qui était le principal opérateur des forces extérieures des gardiens de la Révolution, la brigade Quds, au début de l'année, début du mois de janvier 2020, a porté un coup assez dur au régime. Donc, l'une des grandes inconnues, c'est justement de savoir dans quelle mesure le régime iranien va continuer à tenir, et si oui, à quelles conditions. Bien évidemment, en Iran, dans le pouvoir iranien, on ne souhaite pas la réélection de Donald Trump. Et on espère qu'il sera plus facile de trouver un accommodement avec Joe Biden, puisque il semble aujourd'hui à peu près sûr, sauf accident bien sûr, que celui-ci sera le candidat démocrate à la présidence américaine. Mais il n'est pas du tout sûr que les démocrates, même s'ils changent à terme de politique, ne tirent pas parti de la situation actuelle pour mettre l'Iran à genoux. Et même s'ils considèrent que
un rééquilibrage au Moyen-Orient est nécessaire, et c'était aussi traditionnellement la position de l'Union européenne et en particulier de la France, et qu'on ne peut pas construire un Moyen-Orient stable si l'Iran y est marginalisé, mais un Iran agressif, disons, qui projette son rêve impérial jusqu'à la Méditerranée, est probablement quelque chose qui ne sera plus accepté par les Américains non plus, même si Joe Biden était élu président des États-Unis à la fin de l'année. Donc ça, c'est une première question, à savoir dans quelle mesure le coronavirus, doublé de la baisse des prix du pétrole, va changer la donne en Iran. Ça sera la chose à suivre pour le cours de 2021. Deuxième question importante, dont du fait des restrictions horaires auxquelles nous avons dû faire face à cause du coronavirus, c'est la question d'Israël. On va regarder quelques images sur les élections israéliennes. Israël, qui en principe bénéficie aujourd'hui d'une situation du fait du primat de l'affrontement sunnite-chiite dont nous avons parlé toute l'année dans la région, une situation exceptionnelle depuis sa création en 1948. Le conflit israélo-arabe avait été le conflit structurant par excellence du Moyen-Orient, les autres étant finalement des conflits secondaires. Or, si l'on considère le nombre de morts, l'ampleur des antagonismes, la politique des armements, etc., on voit bien que, alors j'ai toujours la ravissante jeune fille, mais je perds la carte. Mademoiselle, si vous acceptiez de vous être plus modeste et que laisser la carte, je ne sais pas comment on peut faire pour la remettre, bon, c'est pas grave, enfin les cartes d'Israël. Donc le problème, c'est que si Israël bénéficie d'une situation qui lui n'a jamais été finalement aussi favorable, et on va revenir dessus. Voilà les cartes, très bien. En revanche, sa situation intérieure n'a jamais été aussi déséquilibrée. Et peut-être justement du fait que l'imminence du danger s'étant éloignée, la dimension d'union sacrée est moins forte, même si la politique israélienne a toujours été riche en bisbilles et en noms d'oiseaux. Que se passe-t-il en effet? Il y a eu, pour la troisième fois, des élections législatives à la Knesset, puisque le système proportionnel israélien a empêché d'établir une majorité. Le problème étant en large partie cristallisé autour de la personne de M. Netanyahou, menacé de poursuites judiciaires que celui-ci entend bien ne pas affronter s'il bénéficie de l'immunité du Premier ministre. Lors des dernières élections, son rival, Benny Gantz, que vous voyez ici avec vous, a obtenu avec les coalitions d'autres petits partis la possibilité de devenir Premier ministre, mais pas complètement. Et les deux adversaires se sont à ce jour entendus plus ou moins sur ce qu'on appelle en Israël une rotatia, c'est-à-dire une sorte de rotation, ce n'est pas une cohabitation, mais une rotation sur le fait que l'un soit Premier ministre 1 an et demi et que l'autre lui succède ensuite. Cette situation à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire que, alors on peut
louer la démocratie israélienne comme seule démocratie au Moyen-Orient. On peut au contraire l'abominer en considérant qu'Israël est un État d'occupation. Chacun le jugera selon ses préférences. Mais les Arabes israéliens, ceux qui possèdent la nationalité israélienne, votent, sont citoyens comme les autres. Alors, il y a des droits qu'ils n'ont pas, en termes de terre en particulier, tout ça a été amplement décrit par les spécialistes de ces questions, mais ils votent. Et ils ont désormais un bloc relativement uni à la Knesset qui leur permet, s'ils le désirent, d'être l'arbitre des majorités. Et s'ils font bloc avec M. Gantz, par exemple, ils peuvent permettre à celui-ci, mais qui est très évidemment dubitatif face à ce type d'alliance, pour, au fond, avoir une voix politique, un poids politique qu'il n'avait jamais eu auparavant. À cela s'ajoute que parmi les professions qui ont permis l'ascension sociale de très nombreux Arabes israéliens, enfin de beaucoup d'Arabes israéliens, il y a la médecine. Et parmi ceux qui soignent aujourd'hui l'équivalent des soignants pour lesquels on applaudit à 20 heures en France, eh bien, ce sont des Israéliens arabes qui sont assez souvent les figures de proue de l'héroïsme du corps médical, des infirmiers et autres. Donc, c'est quelque chose qui est en train, je crois, de transformer un certain nombre de perceptions qu'Israël a de soi-même et qui sont sans doute à observer pour la suite. Mais pourquoi, sur le plan intérieur, il y a ce changement? C'est aussi que, à l'extérieur, Israël a su constituer des alliances tout à fait nouvelles par rapport à son isolement régional jusqu'à la guerre de 1973. Et a su, non seulement après la paix avec l'Égypte puis la Jordanie, se rapprocher d'un certain nombre d'États du Golfe, en commençant par le Qatar, aujourd'hui de l'Arabie saoudite, sur la base d'une opposition commune, revoilà la ravissante jeune fille, une opposition commune à l'Iran. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, mais également, et c'est bien sûr ça qui a énormément changé la donne, en cultivant une alliance avec la Russie et une entente parfaite entre messieurs Netanyahou et Poutine, qui partagent certains traits de caractère, semble-t-il. Et cela, bien sûr, permet à Israël d'avoir des relais considérables dans la région, puisque qui dit l'alliance avec la Russie dit que la Russie peut faire pression jusqu'à un certain point sur son autre allié iranien pour l'empêcher de bombarder Israël. Et de ce fait, vous avez une transformation importante de la relation entre Israël et son environnement régional. Vous avez un maintien au pouvoir de M. Netanyahou qui est, outre le soutien de sa base ultranationaliste, qui vient bien sûr de l'appui absolu de ce qu'on appelle les administrations, donc le gouvernement Trump, et de M. Kouchner en particulier, son gendre. Mais ça, c'est quelque chose qui ne durera pas s'il y a une victoire démocrate en novembre. Donc, là encore, question à suivre, transformation dans la relation entre Israël et son environnement, soutien très fort du gouvernement Trump à M. Netanyahou et incertitude pour l'avenir et changement interne. Troisième grand dossier, le dossier syrien et le dossier du Levant.
Alors, on avait vu la dernière fois que la gestion du virus était aussi favorable à Bachar el-Assad, qui bénéficie d'un soutien sanitaire russe, alors que les régions rebelles, les régions djihadistes, les régions même contrôlées par les Kurdes, elles ne bénéficient pas de ce soutien. Bon, un soutien qui est à relativiser sans doute, mais qui, quand il n'y en a pas du tout, quand les conditions sanitaires sont particulièrement épouvantables, évidemment, risque de favoriser la reprise à peu près totale du territoire par les forces gouvernementales, enfin les forces de Bachar el-Assad, avec l'appui syrien. Cela étant, même une reprise du pouvoir par Assad sur la quasi-totalité du territoire ne résoudrait pas le problème de la remise en marche de l'économie syrienne. Le pays est complètement dévasté par les bombardements, une grande partie de la population est à l'extérieur, le régime qui se maintient donc en l'état n'est pas du tout désireux que celle-ci revienne, car presque tous ceux qui sont exilés sont des sunnites, et leur présence à l'extérieur du pays diminue d'autant la proportion de sunnites dans la population globale syrienne. Et ce sont bien sûr les sunnites arabes qui forment l'essentiel du soutien à la rébellion contre le régime. Moins il y a de sunnites arabes en Syrie, plus il y a, en proportion inversée, d'alaouites, de chrétiens, d'autres minoritaires, voire de Kurdes, qui ont négocié une autonomie, mais qui ne sont pas sur la même position que les rebelles sunnites arabes. Autre question, quid de la Turquie? La Turquie a été, avec la Russie, au fur et à mesure, le principal acteur dans la deuxième partie de la guerre civile syrienne. Au début, les acteurs principaux étrangers étaient les milices chiites, le Hezbollah, les milices, la force Quds iranienne, les autres milices chiites irakiennes, pakistanaises, afghanes, etc. d'un côté, et puis les pays du Golfe qui finançaient par millions de pétrodollars les différents rebelles sunnites, puis de plus en plus les groupes djihadistes. Or, l'entrée en scène en 2015 militaire de la Russie à Hmeimim, sur la base aérienne près de Latakia, sur la côte alaouite de Syrie, et la pénétration de l'armée turque au nord de la Turquie, au nord de la Syrie, pardon, et donc au sud de la Turquie, pour réduire au minimum les zones autonomes kurdes accusées par Ankara de faire transiter des armes sophistiquées offertes par les Américains aux Kurdes pour lutter contre Daesh à leurs grands frères du PKK, le parti irrédentiste kurde interdit en Turquie et considéré comme terroriste aussi bien par la Turquie du reste que par l'Union européenne et les États-Unis. Donc cela s'est traduit par le fait que les puissances intervenantes en Syrie aujourd'hui et qui détiennent sur le terrain la clé de l'avenir immédiat de la Syrie, dans un contexte où les États-Unis, forts à l'époque, encore au début de l'année, de leur pétrole dont ils étaient le premier producteur mondial, avaient décidé de se retirer autant que possible du Moyen-Orient et du reste du monde. C'est le slogan de Donald Trump, America First. C'est aussi la volonté de ne pas avoir de ce qu'on appelle de boots on the ground, c'est-à-dire de gens sur le terrain, de soldats sur le terrain, pour éviter d'avoir à payer le prix de morts trop nombreux aux États-Unis. Et Donald Trump, on en a déjà parlé, a gagné à l'arraché
la bataille électorale dans les collèges électoraux lors de son élection, alors qu'il était minoritaire en voix, dans ce qu'on appelle le popular vote, parce que des États comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, d'autres, dans lesquels, qui étaient pourtant traditionnellement démocrates, et dans lesquels un grand nombre de jeunes avaient péri en Irak, en Afghanistan et ailleurs, dans des guerres considérées comme inutiles, avaient favorisé Trump, qui se disait très profondément anti-guerre, quittons ces régions où nous n'avons rien à faire, concentrons-nous sur les infrastructures américaines, etc. Or ça, c'était possible quand le pétrole était au zénith. Aujourd'hui, si les États-Unis redeviennent un importateur net, alors il va de nouveau falloir qu'il y ait une présence militaire américaine significative dans la région, puisqu'il va falloir surveiller les exportations de pétrole. Un quart du pétrole consommé dans le monde, c'est-à-dire environ 25 millions de barils par jour, passe par le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire le détroit entre, si on peut retrouver la carte, entre le haut du sultanat d'Oman, la région dite du Moussanndam, et la côte iranienne, avec deux rails très étroits et qu'on peut bloquer assez facilement. Ce qui va contraindre, là aussi, à des ajustements politiques. Est-ce que les États-Unis de Trump ou de Biden renverront massivement des troupes? C'est difficile. Ou bien alors, est-ce qu'il faut s'entendre avec les Russes et les Iraniens? Ce qui n'est pas non plus facile. Donc là, vous voyez le changement de perspective. Mais avec le point d'interrogation sur la politique américaine. 1, du fait du prix du pétrole. 2, du fait de, je n'ose pas dire l'âge du capitaine, parce qu'ils auront de toute façon presque 80 ans l'un et l'autre, donc ils seront des personnes particulièrement à risque pour le coronavirus, mais de l'identité du locataire de la Maison-Blanche. Vous avez donc en Syrie, vous avez Turquie et Russie, qui sont les deux acteurs, les deux puissances régionales sur le terrain. Je dis régionales y compris pour la Russie, puisque si la Russie, grâce à l'intelligence tactique de son intervention en Syrie, a réussi à tirer le meilleur parti du conflit pour apparaître de nouveau comme une grande puissance. On l'a déjà dit plusieurs fois, elle n'en est pas une en réalité. Son PIB pour 150 millions d'habitants est à peu près celui de l'Italie ou de l'Espagne, qui ont à peu près du tiers de cette population, plus ou moins. Et d'autre part, elle est extrêmement fragilisée aujourd'hui parce que la Russie est devenue une sorte de pétromonarchie. Elle exporte principalement du pétrole et de l'agriculture. Donc l'effondrement des cours du pétrole, même si Poutine avait pensé, en déclenchant la baisse des prix lors d'une réunion au début mars à Vienne, à l'OPEP+, c'est-à-dire le cartel qui regroupe les producteurs de l'OPEP et la Russie, le plus c'est pour la Russie, de manière à faire sortir les Américains du jeu et après les avoir fait sortir du jeu, restreindre la production et faire remonter les prix alors que les États-Unis seraient complètement désorganisés. Néanmoins, le corona a amplifié cette dynamique et les a amenés à une sorte de surenchère, si j'ose dire, à la baisse des prix et à la hausse de la production, puisque Russes comme Saoudiens se sont trouvés contraints d'atteindre un plancher en termes de prix à cause de l'effondrement de la demande. Et vous avez vu qu'il y a eu cette chose la semaine dernière ahurissante qui s'est produite. Le baril s'est négocié à moins $37 à un endroit, c'est-à-dire qu'on payait, les gens qui possédaient des barils payaient $37 le baril quelqu'un pour le leur acheter, c'est-à-dire ils payaient pour s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que les capacités de stockage étaient complètement saturées dans le monde et que ça coûtait plus cher de le stocker que de payer pour s'en débarrasser. Donc, la Russie elle-même
est très impacté par un prix du pétrole durablement bas. À 20 dollars le baril, ni le budget russe, ni le budget saoudien ne peuvent tenir. Donc, la Russie va-t-elle pouvoir continuer à jouer le rôle qu'elle joue aujourd'hui en Syrie? C'est peu probable. Il est envisageable au contraire qu'elles doivent, pour que la Syrie soit fonctionnelle, recourir à un soutien financier européen. L'Europe elle-même n'est pas en une excellente situation financière. Vous avez suivi, puisque vous êtes à Sciences Po, la perspective de l'endettement et des crédits l'argent qui va être injecté par la BCE, les crédits que vous avez vu peut être le budget français et des autres pays européens. Mais néanmoins, on n'est pas du tout dans la même situation catastrophique que les pays qui vendent du pétrole. Donc là, on a encore une fois une véritable interrogation. La Russie va-t-elle pouvoir continuer son jeu? Pour la Turquie, le problème est encore plus aigu. La Turquie ne produit pas de pétrole et c'était ce qui avait d'ailleurs permis à une bourgeoisie entrepreneuriale d'exister en Turquie. Bourgeoisie entrepreneuriale que les islamistes de l'AKP ont été très capables, astucieusement, de convaincre, pas pour toutes, hein, la grande bourgeoisie turque reste kémaliste et laïque, mais tout le tissu des PME sous-traitantes de l'Anatolie est avec l'AKP, est avec Erdogan, et grâce au pouvoir d'Erdogan, aujourd'hui, a conquis des pans très importants du capitalisme turc. Cela étant, M. Erdogan, membre de l'OTAN, et parce qu'il était convaincu que les États-Unis étaient complices dans la tentative de coup d'État contre lui en juillet 2016, du fait que l'inspirateur supposé, on ne sait pas exactement ce qu'il en est encore aujourd'hui, du coup d'État, le prédicateur Fethullah Gülen est réfugié aux États-Unis, en Virginie, pas très loin de Washington. Donc la mauvaise humeur de M. Erdogan envers les États-Unis l'a conduit à se rapprocher de la Russie, finalement faisant un peu comme Israël. Israël est un allié des Américains, mais a mis quelques œufs dans le panier russe, ce qui permet, au cas où on ne serait pas gentil avec Israël aux États-Unis, où on ne serait pas efficace, par exemple pour faire pression sur l'Iran, en échange de quelques transferts de technologies de drones israéliens vers Moscou, de faire en sorte que Moscou fasse pression sur l'Iran. Donc la Turquie avait acheté, et c'est un véritable scandale dans le cadre de l'OTAN, des missiles sol-air, des intercepteurs aériens qu'on appelle des S-400, supposés être, je ne suis pas spécialiste militaire, les plus efficaces des missiles pour abattre des avions, y compris des avions de l'OTAN. Or, la mise en marche de ces missiles serait considérée comme quasiment un casus belli ou un cas d'exclusion de l'OTAN. Et M. Erdogan, qui avait accompli d'innombrables rodomontades à ce sujet, a désormais décidé de ne pas déployer ces missiles. Par ailleurs, l'économie turque est très profondément impactée par le coronavirus. Un certain nombre de villes sont confinées. La gestion en a été assez désastreuse. Le ministre de l'Intérieur, M. Suleyman Soylu, a dû démissionner, puis a repris sa démission, elle n'a pas été acceptée par Erdogan. Donc, tout ça crée une situation de tension dans un pays où finalement la dimension autoritaire du pouvoir a repris le dessus, suscitant des résistances de plus en plus fortes
de la société civile et aussi une relation extrêmement conflictuelle désormais avec l'Union européenne en général, aggravée par un certain nombre d'ingérences turques à travers les réseaux de certains des membres de son immigration dans les pays européens et notamment en Allemagne où la situation de tension est importante et on a vu ça aussi lors des derniers scrutins européens où des ministres turcs venaient inciter les doubles citoyens turco-européens à voter en fonction des intérêts d'Ankara. Donc, là encore, on a deux États dans une assez grande situation de fragilité. Alors, tout ça, évidemment, ce ne sont pas des nouvelles très réjouissantes, parce qu'on imagine bien que la diminution des revenus va se traduire par un appauvrissement considérable. Appauvrissement veut dire misère, veut dire révolte, veut dire instabilité. Une instabilité qui est évidemment dommageable aux pays en question, mais qui est aussi dommageable à leurs voisins, au premier chef, l'Union européenne, et qui risque de se manifester par un regain des flux migratoires, qui sera donc plus en plus difficile de contrôler. Alors même si aujourd'hui, du fait du coronavirus, personne ne bouge, le jour où le déconfinement sera en action, où les gouvernements n'auraient plus les capacités de mettre en œuvre ce déconfinement et seraient obligés de laisser passer des flux, bien évidemment, cela se traduit immédiatement en Europe, vous le savez, par les montées des partis identitaires d'extrême droite, de l'AfD en Allemagne, du Front National en France, de la Lega en Italie, de Vox en Andalousie, etc., en Autriche aussi, enfin, en Hongrie, dans les partis du pacte de Visegrad. Et bien, tout ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est également un élément. Vous avez vu comment, au début de la crise, la Turquie avait transporté à la frontière grecque des dizaines de milliers, au moins des milliers de migrants gratuitement pour les pousser à traverser la frontière. Il y a eu pour une fois une réaction unanime et assez forte de l'Union européenne qui a protégé la frontière hellénique et helléno-turque. Mais c'est évidemment un signe que cette arme de la migration est quelque chose qui est utilisable. Alors, est-ce que tout ça donne exclusivement une idée très noire de la situation actuelle? Évidemment, c'est une idée qui n'est pas rose, une image qui n'est pas rose, et dont on peut, dans un scénario bon, disons, un scénario optimiste, considérer que des régimes qui se seraient montrés incapables de gérer la crise se verraient remplacés et renversés. Hélas, le précédent des printemps arabes, entre guillemets, n'incite pas à un très grand optimisme sur la capacité d'un soulèvement, fût-il animé par les meilleures intentions démocratiques, à mettre en œuvre un régime démocratique. Le seul des pays où un soulèvement arabe ait réussi à bâtir des institutions démocratiques, même si celles-ci sont affectées par corruption rémanente, le népotisme et la mauvaise organisation économique, c'est la Tunisie. En Tunisie, il y a une liberté d'expression, il y a une vie politique assez libre, il y a une rotation au pouvoir. Donc, mais ailleurs, ça ne s'est pas produit. On en a parlé précédemment dans ce cours aussi. Cela dû au fait que dans un petit pays, extrêmement proche par ailleurs de l'Europe, géographiquement, culturellement, une nation principalement commerçante et
quelles qu'en soient les difficultés, il y a une sorte d'exception tunisienne qui est difficilement duplicable à l'ensemble des pays de la région. Donc, hypothèse favorable, disons, c'est que les régimes incompétents et corrompus soient contraints de partir et ceux qui les remplaceraient ne pourraient pas être pires. La Syrie, en même temps, n'a pas été véritablement un encouragement dans ce raisonnement. Il y a quelque chose quand même qui représente une fenêtre, une possibilité, et c'est là-dessus, sur cet espoir en forme de point d'interrogation, que je vais terminer cette session un peu plus brève, puisqu'on va la mettre en ligne et que je voudrais avoir du temps pour débattre avec vous, mais en même temps ne pas lasser exagérément nos spectateurs. C'est la transformation du monde après le coronavirus, c'est-à-dire la découverte du capitalisme occidental que, en faisant tout faire en Chine et un peu en Inde, il se mettait dans une situation extrêmement difficile. D'abord parce que c'est de Chine qu'est parti le virus, on ne sait pas très bien aujourd'hui quelle en est l'origine. Est-ce qu'un laboratoire de Wuhan a laissé échapper malencontreusement quelque chose? Est-ce que, comme certains qui voient un complot le pensent, il y a eu une opération délibérée, que le virus, le début d'une troisième guerre mondiale qui verrait l'empire du milieu s'imposer sans tirer un coup de canon? C'est une hypothèse qui n'est pas prouvée pour l'instant du tout, qui n'a pas d'éléments probants, mais qui tourne, comme vous le savez, puisque nous en sommes réduits même en ce moment aux réseaux sociaux, et que sur les réseaux sociaux, on peut dire à peu près n'importe quoi. Donc, j'espère ne pas tomber dans ce travers. Donc, on ne veut plus, en tout cas, aujourd'hui, dépendre exclusivement de la Chine. Est-ce à dire, comme un certain nombre de souverainistes l'imaginent, qu'on va produire de nouveau des frigidaires en Lorraine ou dans la région parisienne? Ça, si on veut payer 5 ou 6 fois plus cher comme consommateur ces produits ménagers, oui, mais il est peu probable que les consommateurs l'acceptent. Donc, quelle est l'option dans cette perspective? Eh bien, l'une des options, justement, c'est qu'une partie de la relocalisation, puisque ce sont les termes qu'on utilise, et c'est quelque chose qui est utilisé par mon collègue de Paris Sciences et Lettres, le professeur Moreau, de l'Université Paris-Dauphine, ces relocalisations puissent s'effectuer dans un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le SMIC marocain est inférieur au SMIC chinois. Et le Maroc a montré à la fois une capacité réactive face à la crise qui a été saluée, aussi bien dans la gestion de l'ordre public et du confinement, que dans la capacité d'un certain nombre d'usines de textiles marocaines à mettre à la disposition de tout un chacun des masques, on aimerait bien qu'il en soit de même en France, à des prix très faibles. En Tunisie aussi, il y a eu toute une époque où il y avait une délocalisation importante du textile. Le monde du sentier s'était délocalisé dans les banlieues tunisoises et tunisiennes. Et le Levant a été toujours une économie de commerce, de retail, de manufacture, en Égypte également aussi dans le passé. Donc, serait-il possible
que pour sortir de la malédiction de la rente pétrolière, les États du pourtour méditerranéen, en tout cas certains d'entre eux, ceux qui n'ont pas été trop abîmés par le mécanisme de la rente et par la destruction de la fibre du travail, hein, que donne cette espèce de virus finalement qu'est le pétrole, est-ce qu'il n'est pas possible justement de voir, un peu comme il y avait eu autrefois en Asie le phénomène des tigres autour du Japon, autant le Japon était la puissance émergente, on ne parlait pas encore de la Chine quand j'avais votre âge à Sciences Po, la Corée, Taïwan, quelques autres, hein, Singapour, hein, quelques autres. Est-ce que ce schéma est envisageable pour la région Moyen-Orient-Méditerranée? Alors, les éléments pour, c'est la proximité de l'Europe et des gouvernements, des sociétés avec lesquelles on a des relations de très grande proximité. Un certain nombre de ces gouvernements, par ailleurs, présentent quelques difficultés, il ne faut pas se le cacher. L'autre question, c'est le niveau de qualification de la main-d'œuvre. En Chine, le niveau n'était pas très élevé, mais l'organisation militaire, militaro-confucéenne, si j'ose dire, du Parti communiste chinois, puisque on a découvert que le meilleur agent du capitalisme manufacturier, au fond, c'était le communisme, une doctrine qui s'est construite justement contre l'exploitation des prolétaires du XIXe siècle par le capitalisme manufacturier, a permis d'assurer dans la plupart des cas, une réelle qualité de la production, delivery, comme on dit désormais, en temps et heure, etc. Est-ce que ce sera possible dans les pays du pourtour méditerranéen? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une stabilité de l'État, des sociétés, une adhésion réelle, qu'elle soit contrainte ou volontaire, à des objectifs, un partage aussi des fruits de la croissance, puisque le capitalisme chinois a permis néanmoins l'enrichissement, pas seulement des capitalistes, mais de toute la montée en puissance d'une classe moyenne chinoise. Est-ce que ça, c'est possible dans la région? Est-ce que les pactes politiques le permettent? Alors ça, c'est un chantier, hein, un chantier sur lequel on travaille aujourd'hui, on réfléchit, jusque et y compris dans l'Union européenne. Il n'est pas encore possible d'avoir les idées complètement claires parce que déjà, on ne sait pas quand l'épidémie, on espère qu'elle va finir un jour, mais on ne sait pas comment. On découvre chaque jour des perversités tueuses du virus plus effrayantes, une immunité qui ne fonctionne pas, donc il ne faut pas tirer des plans sur la comète. Mais en tout cas, on peut commencer à réfléchir à un certain nombre d'alternatives, parce que de toute façon, exactement le même. Il y a des fondamentaux qui vont être obligés. La volonté de tel ou tel. Donc, est-ce que la région Moyen-Orient, Afrique du Nord peut s'insérer dans cette nouvelle mondialisation, une mondialisation plus régionale, disons? Est-ce qu'on peut qui émerge et qui constitue un construit face au pôle américain? Ce sont nombre d'années, j'avais réfléchi à cela dans le cadre
du projet Eurogolf, qui finalement a fait long feu, mais on était dans un contexte différent. On était dans un golfe intéressé par son rôle de hub avec l'Asie, et puis dans une Amérique triomphante. Aujourd'hui, les cartes sont assez largement rebattues. Voilà, c'est sur ces cartes rebattues que je vous propose de m'interrompre pour cette année. Après, si j'arrive à passer à travers le virus et les gens de mon âge voient un certain nombre de leurs amis mourir, malheureusement, j'ai déploré ça. Et donc, voilà, enfin, en tout cas, on espère encore être là, et que ce soit virtuellement ou en présence l'année prochaine. Et vous pourrez même suivre ces cours en ligne, s'ils sont toujours en ligne, on n'est pas ancien du cours. Je suis maintenant prêt, je vais mettre mes lunettes, à regarder le chat et les questions. Alors, attends, est-ce qu'on pourrait avoir tout le... Je n'ai qu'un seul message à la fois. Attends, j'arrive pas, je vais essayer de les avoir tous ensemble. D'habitude, je les avais tous ensemble. Hop. Ah voilà, ça y est. Alors, Mathilde Fraisse. La crise du Covid remet en question sur le pétrole à l'échelle mondiale, prenant une nouvelle exploitation de gisements offshore. Alors, malheureusement, les bouts de phrases sont sous ma photo, donc je ne sais pas. Israël, le Chypre, UE, Chypre. Le Liban comptait bien cette manne pétrolière pour sortir de la crise, lui traverse. Comment la crise du Liban? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pétrole. Simplement, il va falloir voir qu'est-ce qui est rentable à quel prix. Cette question me prend au dépourvu, donc je ne suis pas capable de vous dire sur le bout du doigt, vous pouvez regarder sur l'Internet plus facilement que moi, qui suis trop vieux, quel est le coût de revient, le prix de revient du gaz, c'est surtout du gaz en fait, hein, qu'il s'agit plus du pétrole, en Méditerranée orientale. Et si il est aligné sur les prix actuels ou s'il est s'il est sur des prix du schiste américain, si vous voulez. Donc là, dans ce cas-là, le problème ne se pose plus. Alors, la Chine, Benoît Frimont-Richard, ne pourrait-elle pas apporter les capitaux nécessaires à la reconstruction de la Syrie? La Chine apporte, vous l'avez vu récemment, une aide à des pays dont elle pense qu'elle peut tirer un bénéfice comme un énorme marché d'exportation, par exemple l'aide apportée par la Chine à l'Éthiopie, donc semble-t-il le directeur éthiopien de l'Organisation de la santé, mondiale de la santé, s'est montré reconnaissant, sans le mettre en cause lui-même, mais enfin dans une attitude envers la Chine qui a été considérée comme un peu critique, disons. Donc à l'Afrique, il y a eu toutes sortes de démonstrations envers l'Italie, mais c'était aussi pour montrer que la Chine on pouvait compter davantage sur la Chine que sur l'Allemagne pour soutenir l'Italie, même la Russie bien sûr, et Cuba a envoyé aussi des médecins en Italie. Donc c'est une aide qui est généralement extrêmement intéressée par le profit à en tirer, et bien qui est directement politique. Je pense que la Syrie, c'est encore trop compliqué politiquement pour que la Chine s'engage. Et s'engager, ça voudrait dire soutenir la Turquie et éventuellement, dans la perspective que j'ai évoquée, favoriser des concurrents. Donc évidemment, la Chine n'est pas a priori très favorable à la relocalisation. Ça difficilement, ça n'est pas dans son intérêt.
Le traité de paix de l'Afghanistan est-il en danger par le Covid-19? Oui, tout est en danger du fait du Covid-19, mais malheureusement, ce seront les faibles qui vont prendre le plus les coups les plus violents, et les forts qui vont s'en emparer et qui vont les faire disparaître. Je crois que la sortie de crise fera que ceux qui ne sont pas capables de se défendre et qui n'ont pas les bonnes alliances auront beaucoup de difficultés. Alors, les projets d'union de la Méditerranée portés par le président Sarkozy, va-t-elle être ce projet relancé? L'union de la Méditerranée n'a pas très bien marché. L'instance existe toujours. C'est un ancien ambassadeur d'Égypte à Paris qui en est actuellement le secrétaire général, basé à Barcelone, M. Nasser Kamel. Mais évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec le projet originel, qui avait péché sur deux choses. D'une part, que l'Europe du Nord n'était pas vraiment associée de première force, donc il y a eu un Nein allemand assez rapide, et d'autre part, parce que Israël en faisait partie, fait toujours partie, et à l'époque, les relations entre Israël et ses voisins étaient particulièrement difficiles. Aujourd'hui, elles se sont améliorées avec beaucoup d'États de la région. Donc je ne suis pas sûr que ce serait l'union de la Méditerranée comme telle, mais en tout cas, il y a quelque chose indéniablement à construire entre l'Union européenne et les pays du pourtour sud et est de la Méditerranée. Ça, c'est indéniable jusqu'au Golfe. Que ce soit la version sarkozyste, je ne suis pas absolument sûr, mais une autre peut-être. Votre première carte, une rébellion baloutche, était présentée comme un enjeu. Pouvez-vous en dire plus? Là, Joker, hein, je ne sais pas exactement où en sont les Baloutches. Il y a une rébellion baloutche, qui est une région sunnite de l'Iran. Vous dire exactement où elle en est aujourd'hui, là, je vous renvoie aux spécialistes de la question. Alors, Monsieur Ben Hamadi, est-ce que cette idée de relocalisation pour tout international va favoriser des régimes autoritaires, tout régime en voie de démocratisation? Ça dépend, parce que qui dit relocalisation dit secteur industriel, dit producteur de richesses qui ne sont pas uniquement des pourris ou des gens qui attendent la manne présidentielle. Alors, si je me souviens bien, vous êtes tunisien, donc ça vous fait penser à l'époque de Ben Ali, où effectivement, c'est le régime qui contrôlait tout ça, mais pensez à ce qu'était la Turquie avant Erdogan. C'était un régime relativement... Il y a eu une période de démocratisation, malheureusement, elle n'a pas été éternelle, parce que justement, il y avait ce sont les entrepreneurs qui forment le socle de la démocratie, les entrepreneurs et leurs travailleurs. Et à partir du moment où vous produisez de la richesse, vous avez le droit de vous exprimer politiquement. Enfin, en tout cas, vous le conquérez. Quand vous êtes simplement récipiendaire de la rente pétrolière, évidemment, on ne vous demande pas d'ouvrir la bouche. Donc voilà, enfin, je ne dis pas que je vous vends ça clé en main. Hein. J'évoque un certain nombre de scénarios qui ne sont d'ailleurs pas les miens. Hein. Un réalignement, M. Valentin, américain avec l'Iran dans les années à venir, sous Biden, est-il encore possible ou les liens sont-ils durablement distendus? Alors, je ne sais pas la fin, mais sans doute pas à la manière Obama. Mais structurellement, les démocrates, et Biden comme représentant c'est le vieil appareil démocrate, disons. Donc, je connais un certain nombre des gens qui sont autour de lui dans son équipe, et quand je les fréquentais,
ils étaient favorables à une réintroduction sous condition de l'Iran dans le système. Alors, évidemment, ils souhaitent que ce soit un Iran qui a changé. Je ne sais pas si c'est un behavior change ou un regime change, mais contrairement à Trump, qui est dans une logique erratique, court-termiste, et à la limite, qui se fiche des équilibres là-bas, il ne veut pas y être. Les démocrates ont une politique globale à plus long terme. Ils sont un peu plus multilatéralistes, mais de toute façon, si le pétrole reste bas et si les producteurs de shale américains sont durablement out, il va bien falloir que les États-Unis se préoccupent de nouveau du Moyen-Orient. Ils ne peuvent plus juste dire America first ou only. Alors, Rachel De Angelis, comment imaginez-vous le rôle du président Rouhani face à sa défaite de gestion du coronavirus? Il a montré peu de support, je ne sais pas qui pour lui, plus la rhétorique, la faute aux Américains et ses sanctions. Alors, je n'arrive toujours pas, attendez, je vais voir si je peux supprimer ces trucs-là, à masquer la vignette de la vidéo. Ah, ben voilà, je ne me vois plus, mais il suffisait d'utiliser l'intelligence. Alors, dans les élections, on montrait vraiment peu de support à lui. Il semble que les gens n'écoutent plus la rhétorique. Le président Rouhani, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il donne le sentiment de prendre les décisions en Iran. On l'a vu notamment dans une affaire qui concerne directement Sciences Po, c'est-à-dire la prise en otage, il n'y a pas d'autre nom, de nos collègues Roland Marshall, heureusement libéré, mais à travers un échange contre un ingénieur iranien qui faisait du shopping nucléaire ici et qui était demandé par les États-Unis pour extradition, donc on n'a pas extradé, il est rentré en Iran, et notre collègue Roland Marshall a pu revenir. Vous savez que notre collègue franco-iranienne Fariba Adelkha est toujours otage dans des conditions pénibles à la prison d'Evin, dans la section des gardiens de la Révolution, et ce sont eux qui décident. Et quoi que le président Macron ait fait pour permettre à M. Javad Zarif de participer au G7 à Biarritz, dans un hôtel à côté, lui-même est allé dans l'hôtel de Rouhani, on ne peut pas dire qu'ils aient montré qu'ils étaient les preneurs de décision en Iran. Donc, je pense que ce camp est quand même relativement affaibli et qu'il ne fait que ce qu'on le laisse faire. Alors, Andrea Wolf, si l'alliance Gantz-Netanyahou échoue, dirige-t-on inlassablement vers de nouvelles élections? Oui, ça, sauf à changer la Constitution, mais je ne vois pas. Non, le paradoxe de ce blocage, c'est que, d'une certaine manière, ça peut faire des députés arabes israéliens faiseurs de rois d'Israël, ce qui évidemment serait un paradoxe et d'une certaine manière l'émergence d'une sorte de non-dit, de retour du refoulé israélien qui n'est pas complètement inenvisageable. Comme je vous l'ai dit, l'environnement d'Israël a changé et donc la dimension obsidionale, ce qu'on appelle en Israël le complexe de Masada, n'est plus du même ordre. Gaspard Becquet de Riols, l'éventuelle reconquête du territoire syrien par Assad et la possibilité de relocalisation industrielle en Afrique du Nord ne risque pas de faire de la Libye le nouveau point focal des tensions de la région. Oui, tant que la Russie et la Turquie ont les moyens de s'y battre. Alors, il faut dire que l'Europe, là-dedans, porte quelques responsabilités. La France de Nicolas Sarkozy, qui était évoqué tout à l'heure, et le Royaume-Uni de David Cameron, certes, ont sauvé Benghazi en décidant de la frappe contre l'armada de mercenaires de Kadhafi qui allait la détruire. Le Kadhafi a été tué dans des conditions qui sont encore mystérieuses, mais
le suivi politique, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été véritablement assuré. Donc, tout ça aboutit, entre autres, à la fragmentation tribale du territoire et au fait que l'Europe elle-même s'est divisée, puisque vous aviez du côté du gouvernement de Tripoli, de Libye, le Qatar, la Turquie et l'Italie, et du côté Haftar, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et dans une large mesure la France, enfin dans les deux pays, leurs compagnies pétrolières. Donc, à ce que je comprends, cette phase est révolue et Eni et Total sont très désireux de montrer qu'il est important d'avancer de concert dans la région. C'est aussi bien évidemment l'intérêt de l'Europe et nous ne pouvons pas nous permettre que des chicayas, comme on dirait en arabe, des bisbilles, puissent créer une guerre à nos portes avec évidemment tout ce qui est derrière, le terrorisme qui s'infiltre dedans, les clandestins, la pression sur le régime politique italien, etc. etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très encourageant. Et un autre ancien professeur de Sciences Po, Hassan Salamé, a, comme vous le savez, dû démissionner, dégoûté de son rôle de médiateur en invoquant des raisons de santé. Où en est le conflit israélo-libanais, puisqu'on parlait d'un Libanais, depuis la guerre des 33 jours, il est toujours interdit aux Libanais, dont le régime politique est sous le contrôle de l'Iran, du Hezbollah, d'aller en Israël, d'être vu avec des Israéliens dans des colloques, etc. Donc, sinon, le Hezbollah s'est surtout occupé de renflouer militairement Bachar al-Assad, ce qui fait que, en fait, il n'y a plus de missiles tirés depuis le Hezbollah jusque sur Israël. Lors des dernières élections libanaises, lorsque le Hezbollah apparaissait comme vainqueur, mais au Liban, ce sont des équilibres confessionnels complexes, il y aura de grands vainqueurs. D'où est-ce qu'on a dit, mais oui, c'est bravo, le Hezbollah, grand vainqueur, a gagné, c'est eux, il n'y a pas de doute, c'est vraiment eux, en Israël. Et l'idée, il y avait une note de bas de page à propos, si jamais Sarbacane envoie une flèche en papier de l'autre côté de la frontière libano-israélienne, on vitrifie direct Beyrouth, puisque c'est le Hezbollah qui est au pouvoir. À bon entendeur, salut. Apparemment, ça a été entendu, puisque c'est surtout de Sud-Syrie qu'étaient tirés les missiles. Et puis, à force de la pression russe sur Assad et sur Téhéran, on ne peut pas dire que ces missiles aient été très nombreux ces derniers mois. Donc, voilà à peu près la situation qui évoquait les nouveaux équilibres qu'Israël s'est conquis dans la région. Alors, M. Ben Hamadi de nouveau, les accords romaines, asymétriques, l'Union européenne sur les pays nord-africains individuellement, favorisant une position pas toujours bénéfique entre ces pays. Est-ce que vous pensez que la crise ait créé un pôle plus fort sur la rive sud, encourageant un rapprochement entre ces pays? Est-ce que l'Europe prête à laisser les pays du Maghreb se renforcer et se rapprocher davantage? Alors, si mon hypothèse est bien que vous êtes tunisien, comme vous le savez, un grand nombre de jeunes diplômés tunisiens aujourd'hui, puisque la Tunisie a encore un système universitaire et éducatif de qualité, espérons que ça dure, les collègues tunisiens sont souvent extrêmement brillants et doués. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'emploi pour le syntagme que vous connaissez bien de diplômés chômeurs, dont j'ai demandé la traduction en dialecte, on m'a dit c'est diplômés chômeurs quand j'étais en Tunisie. Beaucoup d'entre eux vont au Maroc travailler quand ils n'ont pas la possibilité de venir en Europe. Donc finalement, se fait une sorte de complémentarité maghrébine de cette manière-là, alors qui n'est pas forcément terrible parce que la Tunisie perd une immigration qu'elle a formée, qu'elle a payée pour le contribuable tunisien, a payé pour la formation de ces jeunes gens et ils vont ailleurs. Mais
il n'est pas impossible qu'à partir du moment où il y a la possibilité de créer des pôles commerciaux, entrepreneuriaux en Tunisie, ceux-ci puissent vivre et travailler au pays. La question étant l'Algérie, bien sûr, et savoir dans quelle mesure l'Algérie peut s'engager dans une logique post-rentière. Disons pudiquement, je n'ai pas les réponses. Alors, Pierre, quelle relation entre Kurdes d'Iran et l'État iranien, nouveau pion de la région? Je ne sais pas quel est le concept de pion exactement. Les pions, ou les cavaliers, ou les fous, mais elle n'a pas été toujours très bonne. Hein. Il y avait des autonomismes kurdes en Iran après la Seconde Guerre mondiale, soutenus par la l'URSS de l'époque et qui ont été liquidés. Ma connaissance est qu'ils sont très surveillés. En revanche, l'Iran est assez présente auprès des Kurdes irakiens de Soleimani, c'est-à-dire l'UPK, et est également, donc non pas d'Erbil, est également assez présente avec le PKK, c'est-à-dire les Kurdes de Turquie. Maxence Bouzard, conséquence de la crise pétrolière sur le modèle énergétique français. La France ou l'initiative européenne d'intervention va-t-elle s'impliquer militairement en Moyen-Orient pour protéger sa approvisionnement pétrolier si les États-Unis se retirent? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le retrait américain était trompetté, si j'ose dire, partout, parce que l'Amérique produisait plus de 15 ou même peut-être 17, je ne sais plus, millions de barils par jour. S'ils redeviennent importateurs nets, il n'est pas sûr qu'ils se retirent complètement. La capacité de la France et de l'Europe à se projeter aujourd'hui au Moyen-Orient, vous avez vu qu'on a retiré d'Ardar nos formateurs, nos forces spéciales d'Irak à cause du virus, que le Charles de Gaulle a été très durement touché, comme le Theodore Roosevelt d'ailleurs aux États-Unis. Parenthèse, les sites djihadistes s'en sont réjouis et ont vu que le virus était l'ami du djihad car il punissait les infidèles qui avaient attaqué Daesh. Donc, je ne suis pas sûr que pour l'instant, on soit encore. Enfin, il est trop tôt pour voir dans quelle mesure ça va être fait. Mais bien sûr, il faut si l'Europe veut exister, y compris dans cette région euro-méditerranéenne, il faut que l'Europe dispose d'une diplomatie et d'une défense, et d'une politique de défense et de sécurité. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tant que l'Allemagne n'investit pas, c'est paradoxal que ce soit la France qui demande à l'Allemagne de réarmer quand on regarde l'histoire du XXe siècle, mais c'est ainsi. Et là, on est coincé. Pablo Clapiche. Dans le livre Obama Wars de Bob Woodward, on apprend que Biden a été un des seuls dans ses proches d'Obama à s'opposer au fait d'envoyer les troupes en Afghanistan, prenant plutôt position pour un envoi de forces spéciales. Alors écoutez, je n'ai pas lu le livre de Bob Woodward, qui est généralement très recommandable. Oui, je ne sais pas ce que vous voulez démontrer. Il voulait plutôt envoyer des forces spéciales que des troupes occupant le terrain. Oui, ça veut dire qu'il était bien conseillé, puisque envoyer des troupes sur le terrain pour occuper les carrefours, ça veut dire être pris pour cible. Ça, c'est un modèle aujourd'hui qui n'est plus le modèle envisageable. En fait, les guerres dans la région se gagnent avec des proxies. C'est ce qu'ont fait même les Iraniens en envoyant combattre en Syrie des mercenaires venus du Pakistan et qui étaient payés 3 francs 6 sous. Antonine Ferreira, est-ce que la Turquie pourrait redevenir la tête de proue du monde sunnite dans les décennies à venir? Quelle est sa popularité dans le monde musulman comparée à celle de l'Arabie saoudite? La réislamisation du pays semble-t-elle irrémédiable? Alors, en tout cas, c'est la volonté d'Erdogan. C'est une logique, si vous voulez, qui est un peu qu'on appelle la logique néo-ottomane,
néo-sultanienne ou néo-califale, c'est-à-dire que, au fond, de même que l'Empire ottoman était le phare du monde sunnite, qui n'était plus politiquement depuis le XIXe siècle, hein, puisque un certain nombre de pays arabes s'en étaient émancipés ou étaient passés sous contrôle européen. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit le cas. Pour l'instant, la Turquie peut redevenir la figure du proue du monde des frères musulmans, avec le Qatar qui paye et la Turquie qui a une armée, qui a une industrie, etc., qui a une politique en ce sens en Europe aussi. Elle a, en ce sens, sa popularité est opposée à celle d'Arabie Saoudite, qui est l'ennemi des frères musulmans, hein. Ce ne sont pas les mêmes qui les soutiennent. La réislamisation est-elle irrémédiable? Elle a certainement fait de très très gros progrès, mais elle n'est pas du tout absolue, hein. Si vous allez dans certains quartiers d'Istanbul, l'alcool coule à flot, y compris pendant le ramadan, aux terrasses des cafés. Et alors vous me direz, c'est à Galata et quelques autres endroits branchés, mais dans la Turquie profonde, c'est pas du tout ça. Néanmoins, il me semble que beaucoup de choses vont dépendre de la capacité d'Erdogan à se maintenir au pouvoir ou non. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas évident. Avez-vous connaissance de ses positions à qui Biden, pardon, en termes de politique étrangère? Non. Et je crois qu'elles ne sont pas encore assurées. J'ai vu les gens de son team, mais comme vous savez, les déplacements aux États-Unis en ce moment, enfin, je en connaissais autrefois, ne sont pas très simples. Maxime Prunier, l'AKP peut-il perdre le pouvoir prochainement? Base sectorale s'effriter, perte d'Istanbul, de quoi remettre en cause les ambitions? Écoutez, oui, en tout cas, il y a de grosses difficultés. Vous avez lu peut-être, je crois qu'on vous a, je ne sais pas si on vous a mis ça dans la documentation, sinon Sarah vous le mettra, un article de El Monitor qui, sur le méga aéroport d'Istanbul, énorme, au nord du Bosphore, sur la rive européenne, qui a été ouvert il y a quelques mois et qui est à l'arrêt. Et donc, ce sont des investissements absolument monstrueux qui avaient pour but qu'Istanbul ravisse d'une certaine manière à Dubaï le rôle de hub. Et or, le virus là a cassé tout ça et si vous voulez, l'effet du virus en France, aux États-Unis, ça va être très très dur, mais c'est une économie diversifiée. Là, vous avez un énorme investissement. J'ai plus les chiffres en tête, mais vous avez ça dans cet article de Al Monitor, qu'il va falloir rembourser. Et donc là, ça conduit Erdogan à aller voir le Trésor américain, enfin plus lui-même, mais envoyer des gens. Donc c'est la situation aujourd'hui politico-économique de la Turquie est difficile. Dernière question, Armand Desriac de Berny. Concernant l'attaque début avril dans la Drôme, ce genre d'acte isolé comme une ville juive ouvre-t-il une quatrième phase? Les derniers balbutiements. Alors, ça, c'est l'autre cours que nous ferons peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, c'est-à-dire le cours sur l'islam en France. Il faut que vous fassiez une pétition pour qu'il soit ouvert, si vous voulez qu'on vous réponde. Ça fait partie justement à mon sens, de cette espèce, oui, justement, du djihadisme 4G qu'on a vu à l'attentat à la préfecture de police, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas activé, qui n'a pas reçu d'ordre, qui s'est djihadisé par atmosphère ou par ambiance, à la fois dans un quartier où il entendait un certain nombre de prêches, en ligne, par son milieu, en l'occurrence par le milieu des sourds-muets dans lesquels il y a un prosélytisme djihadiste assez fort.
Et bon, alors ça maintenant, je ne suis pas, j'ai pas fait l'enquête, hein, je ne peux pas vous dire ça, mais précisément, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que la machine Daesh comme telle a été cassée dans son opérationnalité. Un certain nombre de ses adeptes essayent de trouver un djihadisme vraiment sans organisation, sans donneur d'ordre, avec des passages à l'acte par des individus qui vivent dans une atmosphère simplement et qui se biberonnent aux réseaux sociaux, mais pour l'instant c'est encore très hypothétique. Voilà. Ah, il y en a encore une. Vous mentionnez une mutation, nation, coopération, post-Covid. Quel avenir pour l'axe Europe-Méditerranée-Afrique cher à l'IPMED? Ah, ça c'est Monsieur Guigou. La question, oui, alors vers l'Afrique, l'acteur sans doute le plus présent actuellement, c'est le Maroc. Hein. Le Maroc, qui d'une certaine manière, économiquement, essaye un peu de tourner le dos au Moyen-Orient, où on m'a dit ça plusieurs fois au Maroc, dans un cercle de décideurs, où il y a surtout des coups à prendre et des ennuis. Et regarder vers l'ouest, vers l'océan, et avoir un bras jusqu'à la Hollande et la Scandinavie, et l'autre vers le Sénégal, notamment à travers les réseaux historiques du confrérisme soufi marocain et jusqu'au Nigeria. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est en train de prendre forme, de se développer. Ça fait partie justement de ces éléments de réorganisation auxquels un certain nombre de gens sont attentifs. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, quelle heure est-il? Ah ben on a quand même fait 1h03, je pensais qu'on serait beaucoup plus bref. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours et d'avoir été, combien étiez-vous aujourd'hui? Encore 82 participants à 18h47. Et de toute façon, on va remettre ça en ligne. On est en train de corriger vos copies. Pour l'instant, pas de crise cardiaque chez les correcteurs, donc c'est déjà la première bonne nouvelle. Donc, on vous rendra ça dès que possible. On a vos coordonnées à tous et on va même tout à l'heure vous poster une offre d'emploi. Donc, vous voyez que on fait notre travail de professeur jusqu'au bout. Voilà. Merci, bonne chance, bon confinement et bonne sortie du confinement. Et c'était un grand plaisir pour mon retour dans l'amphiboutimie futile virtuelle d'être avec vous cette année.